Alors, comment ça va les Rangers? Ça va bien? Est-ce que vous avez réussi à vaincre vos derniers ennemis? Il me semble que c'était Toxic Beast, vous m'aviez dit. Ça s'est bien passé? Super. Bah moi je suis super content, je vais pouvoir leur faire signer un truc. Génial! Génial! Donc voilà, là on y va de ce pas, là, regardez hop. Emma. Les Power Rangers sont présents pour se terminer d'ici. C'est génial, ils ont mis un tampon! C'est génial, ils ont mis un tampon! Bah on vient de faire signer les cartons, avec voilà. les tampons, voilà. Non, c'est des cartouches. Ils nous ont mis une cartouche. Salut à tous et bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comme vous pouvez le voir, on a un petit peu changé de décor aujourd'hui. Alors Jordan, où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on fait ici surtout? Eh bien en fait pour cette émission c'est très simple, on est au salon donc Kid Expo, donc qui est un salon des enfants, de la famille, les jouets et tout ce qui s'ensuit. Donc en fait c'est un peu là où on voit un peu les nouveautés en termes de merchandising pour les enfants, donc que ce soit les jouets ou même la diffusion de séries, certaines activités sportives notamment. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ici? Justement, on est là pour faire la suite un peu de notre spécial Power Rangers, puisque, comme vous le voyez derrière nous, donc c'est les 20 ans de Power Rangers, et à cette occasion, donc il y a un peu un événement spécial sur le Kid Expo, donc on s'est dit pourquoi pas fêter l'événement en venant directement sur le salon. Donc aujourd'hui, on va quand même garder la structure habituelle de l'émission, tout en vous faisant visiter cette Kid Expo. D'abord un petit Tokyo Focus sur l'origine de Power Rangers. On va vous raconter un petit peu les prémices de la série, car il y a encore certains points d'obscurité là-dessus. Oui, en fait il faut se dire qu'on va essayer de faire une émission Power Rangers sans réellement parler de Power Rangers. C'est que en fait le focus va se centrer sur la période avant 93, donc on n'en dit pas plus, et on va essayer de faire quelque chose d'inédit entre guillemets, donc on espère que ça va vous plaire. Et puis on va faire un tour juste derrière sur le stand Bandai pour notre Toku Cave, et ensuite pour finir on va vous faire un petit Dikotoku sur les méchants de Power Rangers. Enfin bon, vous verrez ça tout à l'heure. Donc écoutez, c'est parti, on y va et on se retrouve tout de suite pour le Toku Focus. Alors on est toujours devant le stand de Bandai, mais là sur la partie Monchichi. Parce que maintenant on dit plus mon kiki comme avant, mais on dit mon chichi. Donc voilà. Voilà, ne déplacez pas le mot de son contexte surtout. Donc maintenant on va vous parler donc des fameuses origines des Power Rangers. Je t'en prie Jordan, vas-y, raconte-nous et emmène-nous dans le temps, en 1984, n'est-ce pas? Et oui, parce que pour beaucoup, donc Power Rangers, ça a été fait en 1993, mais en réalité, il faut remonter jusqu'à 84 pour voir les origines de la série. Donc en fait, tout commence au Japon. Le producteur Haim Saban, donc, qui est connu pour être avant tout compositeur de musique, producteur de musique également, Noam par exemple, Mike Brandt et compagnie. Donc il est au Japon entre deux réunions, et là il va découvrir des Super Sentai. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir quelle série il a vu. Si c'est en 84, on peut supposer que c'est soit Bioman, ou si c'est plutôt dans l'année, c'est peut-être Dynaman.
Alors, c'est assez marrant parce que si on s'en réfère à un documentaire qui était passé sur M6, apparemment ça serait Go Ranger. Alors, chose qui pour moi me paraît un peu étrange parce que Go Ranger c'était déjà en 75. Si là il était en 84, ça me paraît peu probable qu'il ait vu Go Ranger. Donc moi j'aurais tendance à dire que c'est Dynaman. Ou même Bioman parce que tout simplement le premier vrai projet concret qu'il va faire c'est justement un pilote de Bioman. On retrouve comme symbolique principale les biorhythmes qui en fait seront les attributs des Rangers, c'est-à-dire que là on ne parle plus de force rouge, force bleue, il me semble qu'on parle biorhythme sagittaire, biorhythme, il y a une relation avec les signes du zodiaque et alors ce pilote en fait met déjà en scène un acteur noir. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner parce que beaucoup ont dit justement qu'il y avait une dimension un peu de mauvais goût, un peu raciste vis-à-vis de Power Rangers. J'aimerais juste rappeler alors que Bioman, on a un acteur noir qui interprète la force verte. Ça c'est très important de le signaler. Donc qui était interprété d'ailleurs par Miguel Nunez qui avait notamment, il me semble, fait une séquence dans L'Arme Fatale également, qui avait été supprimée d'ailleurs je crois au montage. Mais surtout, dans ce pilote-là, on a un premier Ranger rouge qui ne sera pas celui que l'on connaîtra par la suite, qui s'appelait Victor Lee. Et donc le Ranger rouge était interprété par l'acteur Marc Dacascos, qui était encore inconnu à l'époque, qui après deviendra l'acteur fétiche du réalisateur français Christophe Gans par exemple. Le pilote de Bioman a été utilisé en 1992 pour une bande démo qui a été envoyée donc personnellement par Saban à Bandai Amérique pour leur montrer un peu ce que pourrait être justement le projet et voir si éventuellement ils voudraient les suivre et être un partenaire en fait commercial sur le merchandising. Donc en fait on retrouvait les acteurs de Bioman, enfin le casting de Bioman. Cette fois-ci on n'avait plus d'images de Bioman, on avait des images donc de Zeo Ranger. Donc on était vraiment dans une œuvre hybride, à la fois on était encore dans le projet et on commençait déjà à arriver au résultat final parce qu'on avait déjà donc les résultats de ce que va être Power Rangers avec Zeo Ranger. Alors par contre c'est assez intéressant, il y a un point qui est assez intéressant, c'est que le pilote s'appelle, cette bande démo s'appelle Galaxy Ranger. Et en fait, Galaxy Ranger, c'est le titre international de Zeo Ranger. Si tu vas sur la bibliothèque des titres de la Toei, tu trouves bien que la correspondance internationale, c'est Galaxy Ranger. On peut aussi remarquer qu'on a des images des héros du Sentai japonais en civil, donc dans leur costume princier et tout leur costume d'apparat. Donc en fait, on peut très bien se poser la question que le pilote, la bande démo telle qu'elle a été conçue à l'origine devait reprendre exactement, devait calquer en fait le concept même de Zeo Ranger avec des personnages issus de royauté, issus d'une certaine classe aristocratique. Mais il y a également moi un point que je remarque, c'est le sérieux en fait de la bande démo, c'est que à aucun moment c'est des lycéens. Dire par exemple la force verte, qui là devient pour le coup la force noire, du fait que dans Zeo Ranger c'est un ranger noir et pas un ranger vert. C'est un détective de police à la figure Beverly Hills en fait. On a une romancière, je crois Kimberly c'est une romancière ou c'est une prof d'aérobie. Donc Trini est une romancière. Donc arrive en fait la production de la série, donc ils vont mettre en chantier un premier pilote. Donc un pilote où on va avoir déjà tout le casting qu'on connaît,
à l'exception d'une actrice, parce que le personnage de Trini, qui va être joué plus tard par une asiatique, donc par To It Trang, est joué ici par une actrice qui s'appelait Aubrey Dubois, qui n'a pas finalement joué dans la série. Au final, elle n'a fait que ce pilote parce que je sais plus pourquoi, il y a eu des conflits de planning ou ce genre de choses. Et puis après, on retournera à un autre pilote, donc le fameux Day of the Dumpster, alias La Libération de Rita chez nous, qui est finalement le premier vrai épisode diffusé de manière officielle et qui va donner naissance à la série. On peut très bien se dire qu'il y a quand même eu une certaine maturation du projet, et même il y a une question que moi je me pose, c'est est-ce que la volonté comment dirais-je infantile de la série et la réelle volonté de Saban, ou est-ce que c'est un changement qui a été imposé par les chaînes de télé? C'est clair que si Saban avait validé son concept dans les années 80, ça aurait donné effectivement une série peut-être beaucoup plus mature dès le départ, parce que la violence était quand même beaucoup plus relâchée dans les années 80, y a pas de problème. Tu parles de maturation, t'as raison, mais aussi la maturation elle est possible parce que c'était le Sentai. Je pense que si ça avait été une série américaine basique, les mecs au bout d'un ou deux pilotes, ils auraient lâché l'affaire. Le résultat est gamin parce que d'un c'est les années 90 et de deux parce que c'est un network. À l'époque la Fox jamais ils auraient accepté d'avoir une série pour enfants avec la moindre ambiguïté, tu vois. Donc après ça a donné la franchise qu'on connaît et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. But now they're back. Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth tiger! Tyrannosaurus! And they're here on Fox. Power Rangers! Don't miss the Mighty Morphin Power Rangers series premiere tomorrow on Fox. Écoutez, on espère vous avoir un petit peu plus éclairé sur l'histoire de Power Rangers, que vous aimez ou non. Et on se retrouve tout de suite pour notre Tokucave. Est un groupe japonais qui est né dans les années 50 et qui est présent en France maintenant depuis 30 ans. Donc on est surtout connu pour quelques gros coups sur des jouets phénomènes comme le Tamagotchi dans les années 90 et qui a été relancé avec succès dans les années 2000, et puis aussi des choses comme Hyper Yo-Yo et bien sûr nos amis les Power Rangers qui fêtent cette année leur 20e anniversaire et donc qu'on commercialise depuis 20 ans en faisant vivre cette licence. Power Rangers, c'est on va dire un peu la première figurine d'action pour les petits garçons, puisqu'on touche des enfants à partir de 3 ans, les 3 à 7, les 3 à 8, et c'est vrai que c'est un peu leur premier super-héros, on va dire. La gamme est constamment renouvelée. En suivant, en retrouvant bien sûr les mêmes types de produits. Il y aura toujours des figurines, voilà, pour collectionner tous les Power Rangers, des jeux de rôle, donc que ce soit les épées, les blasters des Power Rangers, les masques, pour se prendre pour un vrai Power Rangers, et puis et surtout les incontournables et indémodables Megazord, voilà, qui sont vraiment la marque de fabrique de la série et vraiment on va dire une icône de la pop culture japonaise. Sur les 20 ans, les figurines ont régulièrement changé de format. De toute façon, on exploite généralement plusieurs formats de figurines. Donc il y a souvent effectivement la figurine qui est compatible avec les véhicules et autres accessoires qui ont, on va dire, la référence standard de la gamme. Mais aujourd'hui, par exemple, dans notre gamme, on a des figurines 10 cm, des figurines 16 cm, des figurines 30 cm. Après, effectivement, les standards varient en fonction de l'environnement global du marché de la figurine, surtout tiré par les États-Unis, on va dire. On a bien sûr des relations très proches avec Saban. Maintenant, ce sont eux les créateurs de la série, donc qui en maîtrisent le contenu, et nous nous adaptons effectivement avec les produits qui en sont issus. Depuis 2 ans, et on va dire le
le relancement en grande pompe de Power Rangers depuis que Saban a repris la série. On essaye d'inclure de plus en plus de méchants dans les assortiments, même si le personnage préféré des enfants reste le Ranger Rouge de manière indubitable. On s'attache à la fois à proposer du Ranger Rouge, alors selon les saisons, après aujourd'hui c'est les autres Rangers masculins, ce sont le bleu et le noir qui sont les plus plébiscités par les enfants, par les fans, mais maintenant on fait aussi en sorte que soient disponibles tous les personnages de la gamme, aussi bien le Ranger Rose et le Ranger Jaune que les méchants, avec souvent le soldat, on va dire, de base qu'on va pouvoir collectionner en grand nombre, que le chef des méchants. Donc on travaille, c'est vrai nous sommes un généraliste du jouet, donc on va faire aussi bien des jouets garçons que des jouets filles, du préscolaire ou du jeu de société, mais on est plus particulièrement connu pour les licences, on va dire garçons, que l'on traite, donc tirées de séries TV. Donc depuis maintenant plusieurs années, nous sortons la gamme de jouets Ben 10, voilà, qui a été un très gros succès depuis 2007 et qui s'installe comme un classique du rayon garçon. Et on a aussi par exemple l'occasion, puisque nous avons fusionné avec Namco en 2006, de traiter des personnages issus de l'univers du jeu vidéo, comme Pac-Man, qui fera bientôt son retour en France. Donc nous sommes devant le magnifique Furby géant du stand de Hasbro qui a été très gentil de nous accompagner. Voilà, regardez cette douceur, regardez ce poil, c'est magnifique, c'est très sensuel. Ce qui n'a rien à voir avec notre sujet, puisqu'on va vous parler de certains méchants de Power Rangers. Tout à fait, on va vous parler des méchants, mais surtout des méchants américains, puisque pourquoi vous parler de Rita Repulsa, qui est l'américanisation de Bandora. Donc voilà, on va vous parler des méchants, enfin de quelques méchants 100% américains. Donc moi je vais commencer donc avec mon méchant préféré de l'univers Power Rangers, puisqu'il s'agit de Lord Z. I am Lord Zed. Identify yourself. Excellency, surely you remember me. Goldar, your faithful servant. Ah yes, Goldar. Donc Lord Z, c'était le deuxième méchant de l'univers Power Rangers. Il était arrivé dans la saison 2. Donc en fait il a mis Rita Repulsa dans sa poubelle spatiale et il l'a renvoyé dans l'espace. Donc Lord Z, c'est en gros le boss de Rita Repulsa, c'est censé être l'empereur de l'univers. Sachant qu'il a toujours un boss au-dessus de lui, hein, il a le Masterville et le Dark Spectre. Ouais, alors que le mec il est déjà empereur, mais il a quand même un boss au-dessus de lui. Bon, c'est pas grave. C'est pas les joueurs de Power Rangers. Donc ce qui était génial avec Lord Z, c'est que c'était un peu le Shredder de Power Rangers, ou un peu le Bane de Power Rangers. D'une certaine manière, c'était un méchant déjà très marquant visuellement, puisque c'était en fait un homme sans peau, donc avec les muscles et le cerveau apparent et avec une armature de métal. Bah, c'est un peu aussi le général Zod en fait de l'univers Power Rangers, hein, si on fait de l'analogie, c'est un peu le renégat de la planète Eltar, hein, parce qu'il me semble même que c'est évoqué à un moment. Donc c'est vraiment un personnage qui est intéressant, qui est foncièrement méchant. Parce qu'autant Rita Repulsa pouvait être un peu ridicule par moment, lui il a vraiment une dose de méchanceté telle qu'on peut l'imaginer à cette époque-là dans une série pour enfants. Justement le fait de parler de Shredder, c'est aussi un bon parti, parce que on n'avait pas eu de méchant qui arrivait à cette hauteur-là depuis Shredder, ouais, tout à fait. J'aimais beaucoup sa manière de créer les monstres en jetant des potions comme ça qui faisaient agrandir les monstres. Au début, il était vraiment très très menaçant, mais après, quand Rita est revenue, en fait, ils en ont fait un bouffon. C'est surtout à la demande des parents qui avaient été choqués de voir le personnage, en fait, si je me souviens bien.
parents américains, et qui du coup avait envoyé pas mal de lettres, il me semble, à Saban, à Saban Entertainment à l'époque, demandant justement la modification de ce méchant, et c'est pour ça qu'après Rita revient, donc interprétée par une nouvelle actrice pour le coup, qui a le fameux épisode du mariage, et que là ça devient un peu Zeddy, quoi. C'est un peu le méchant rigolo. Voilà, genre son véhicule, son Zord marche avec des piles, il boit des cocktails, il se marie avec Rita, donc du coup le personnage a vraiment perdu son aura. Quand même un gros bravo à Robert Axelrod qui fait la voix de Lord Z dans la VO, qui justement a ajouté au personnage son côté menaçant, ce côté charismatique. Et faudrait aussi remercier Ed Neal aussi, parce que on parle de Monsieur Axelrod, mais il y a surtout Ed Neal, donc qui est sous le costume, donc qui a donné toute cette gestuelle au personnage. Donc voilà, je pense que aussi il faut le remercier pour avoir imposé cette carrure au personnage en fait du Seigneur Z, qui je pense justement est autant menaçant physiquement que vocalement en fait. Et le personnage va être rebooté bientôt parce que je sais pas si vous le savez, mais il y a un fan film, enfin une web série qui est en train d'être tournée par des fans de Power Rangers qui va s'appeler MMPR. Il sera en fait contre l'univers Sentai reconfiguré mais de manière 100% américaine et dans un futur apocalyptique, il me semble. Oui, exactement. Et le personnage de Lord Z, il sera pas forcément sous le même look que le design qu'on connaît, mais il y sera avec sa fameuse canne bâton magique en forme de Z, qui est aussi l'emblème du personnage. Donc moi personnellement je suis un grand fan de Lord Z, et je l'avais pas mal dessiné quand j'étais gamin parce que je le trouvais très imposant. Et Jordan, toi tu vas nous parler d'un autre méchant qui est arrivé quelques saisons plus tard. Moi je vais vous parler par contre d'Astronema. Donc Astronema, la méchante de Power Rangers in Space, donc qui est un personnage je pense assez intéressant, parce que c'est peut-être la première fois qu'on a quand même un traitement de fond pour un méchant, mais je veux dire un traitement de fond vraiment développé, puisqu'elle est en fait elle est à la frontière entre le bon et le mauvais, parce que c'est quand même la sœur en fait du Ranger Rouge qui a été enlevée quand elle était enfant. D'Andros, voilà. Donc le Ranger Rouge de In Space, donc elle avait été enlevée quand elle était enfant par le méchant Darkonda. Et elle a été élevée en fait par Ecliptor, donc le méchant qui semble tout droit sorti de Tron. C'est Ugandais. Voilà. Méchant vachement charismatique aussi, tant dans In Space que dans Mega Ranger. Donc voilà, je pense que c'est un personnage vachement emblématique, parce que à la fois elle est décrite comme une grosse méchante dans les premiers épisodes, vachement impitoyable et tout. Moi je me souviens de sa première apparition qui était quand même vachement menaçante, tout en restant vachement clean. Et après par la suite on a un personnage qui s'adoucit, qui découvre ses origines, qui rejoint même les Rangers à un moment, et qui après finit sous forme de cyborg. Elle change de coupe de cheveux. Hein. Ouais, et puis surtout c'est une méchante qui avait jamais les mêmes cheveux. Elle avait des cheveux bleus, voilà. Mais surtout après elle devient carrément un cyborg, quoi. Je veux dire, c'est parce que le Dark Spectre la reconfigure totalement, et elle devient vraiment foncièrement méchante, et elle a un destin tragique à la fin, bon, qui est remanié, je veux dire, si je puis dire, à la toute fin, happy end évidemment. Pour une fois, on a vraiment un personnage qui n'est pas forcément manichéen. C'est que on a une méchante, mais qui n'est pas méchante, et on sait très bien qu'elle peut très bien, l'espace d'un instant, faire un pas vers la bonté, et justement retourner sa veste en fait. Et ça, je pense, j'ai toujours trouvé que c'était un personnage intéressant, et surtout dans une série pour enfants, on avait eu rarement des personnages déjà liés au héros de cette manière-là.
puisque c'est quand même assez fort. Je veux dire, si elle peut devenir gentille, Andros peut très bien devenir méchant, quoi. Enfin, on a réellement cette dualité. Et justement, je pense que c'est ça qui fait toute la force du personnage. Et aussi, c'est un des personnages à avoir fait affronter 2 équipes de production Saban. Faut aussi le mentionner parce que dans un épisode, elle appelle les fameuses Teenage Mutant Ninja Turtles The Next Mutation. Donc les Tortues Ninja en série live de 97, 98, je sais plus. Donc voilà, la fameuse série où il y a une 5e tortue femelle cette fois-ci. Donc voilà, c'est un personnage qui, je pense, n'a rien à envier aux productions japonaises et qui, je pense, mériterait quand même un reboot. Je veux dire, si on faisait un film sérieux, ça serait, je pense, un personnage à ne pas oublier. Et même par la suite, elle devient carrément le Ranger Rose dans l'autre galaxie. En fait, elle prend la relève du Ranger Rose qui s'est sacrifié dans Lost Galaxy et elle devient le 2e Ranger Rose. Et c'est juste impressionnant en fait de la voir revenir quand on a suivi la série, évidemment. Je pense que justement revoir une méchante comme ça devenir gentille et surtout rejoindre officiellement la cause du bien, c'était vraiment un traitement plus qu'intéressant pour un personnage qui, je pense, le méritait. Donc voilà, je pense que c'est quand même un personnage pour lequel il faut s'attarder un peu plus précisément et ne pas dire voilà, c'est une simple américanisation, c'est un personnage sans intérêt, parce que oui, il y a quand même un intérêt scénaristique fort. Ouais, je suis d'accord, juste un seul truc près, c'est que leurs noms sont tellement marqués, c'est vraiment des noms de méchants, quoi. Lord Z, Astronema, alors que les noms japonais quand même sont beaucoup plus larges des fois dans leurs méchants, tu vois, genre Ugande qui devient Ecliptor, c'est un peu bon, c'est un peu moyen, quoi, tu vois, c'est pas pour trouver que des choses bien. Power Rangers, tu vois, franchement, c'est des noms vraiment limite de l'inspecteur Gadget, tu vois. Je vois mal faire un film sérieux aujourd'hui avec un personnage qui s'appelle Lord Z, tu vois, c'est un petit peu. Faut vraiment bien bosser le truc pour contourner le nom, tu vois. Non, mais je pense qu'il y a énormément de choses à faire si on veut faire un film sérieux, et je pense que l'univers Power Rangers se prêterait à l'exercice si on a un bon scénariste. Je pense. Si on prend le temps de vraiment gratter en dessous de la surface et qu'on fait un scénario cohérent qui ne soit pas uniquement Mighty Morphin mais qui aille plus loin, je pense qu'on peut faire quelque chose de vraiment très bon et vraiment de faire une trilogie épique si on prend de Mighty Morphin à In Space par exemple. Super, bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour notre petite conclusion de ce tour d'horizon de Kid Expo. Voilà. Magnifique Emma. En ce moment, c'est la scène Bandai. Emma, Jake et Troy pour une séance. Alors voilà, c'était notre petit tour d'horizon de la Kid Expo et des 20 ans de Power Rangers. On espère que ça vous a plu. Voilà, maintenant nous on va pouvoir aller enfin encaisser notre chèque de chez Saban. Jordan, toi ton bilan de cette Kid Expo 2013? Moi je suis satisfait, c'était la 2e année que je venais, les fans auront pu remarquer qu'il y avait pas mal de plans du générique qui avaient été tournés ici par exemple, notamment les plans de Power Rangers Samurai, parce que c'est des plans que j'avais tournés l'an dernier dans cette même salle, et moi je suis satisfait, tu vois, il y a encore pas mal, on a vu pas mal de choses, on aura des souvenirs qui vont rester gravés dans notre mémoire, donc moi je remercierai Bandai et 5e Pouvoir pour l'agence de presse 5e Pouvoir, donc pour nous avoir permis de tourner donc les plans directement sur le stand, parce que ça aurait pu ne pas se faire, donc franchement beaucoup de bienveillance de leur part, et ça je pense qu'il faut quand même les en remercier. Voilà, donc moi j'ai été satisfait, et puis c'était quelque chose de ludique encore, quelque chose de très jovial, et puis j'espère que les fans pourront être satisfaits de ce travail qui change un peu de cadre. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, sinon? Parce que je vais pas m'éterniser quand même. Moi, pour une première année, je trouvais ça très sympa. Ça change un peu des réunions de fans ou d'otaku, de fans de comics. C'est bien de voir un public un petit peu plus jeune s'émerveiller comme ça devant les jouets et préparer un peu comme ça les fêtes de Noël en amont. C'est toujours très mignon. Donc franchement, une bonne petite surprise, et vivement Kid Expo de l'année prochaine. Voilà, donc Jordan,
ta sélection musicale du mois, hein, parce qu'on garde quand même les bonnes habitudes. Qu'est-ce que tu as choisi pour ce mois de novembre? Alors moi je vais revenir tout simplement sur peut-être un compositeur, si ce n'est le compositeur-interprète qui a été ancré à tout jamais dans la mythologie Power Rangers, donc Ron Wasserman ou The Mighty Row ou Aaron Waiters, parce qu'il y a plusieurs alias. Et donc on va s'écouter un morceau qui s'appelle I Will Win. Bon ben on vous embrasse tous, merci toujours pour vos commentaires, bravo pour le débat sur Power Rangers hein, qui était quand même bien instructif et bien houleux et c'est ce qu'on attendait. Que ce soit sur la page de Cinefeuse ou sur tous les groupes Facebook, sur commentaires Twitter, et autres. Voilà. Apparemment il y a eu des débats un peu partout. Merci de soutenir le blog de Tokuscope où il y a toutes les émissions. L'intégrale Tokuscope. Par Jordan. Hein, bientôt il y aura un DVD je crois. L'intégrale, vous avez pas complète. Bon bah écoutez, prenez soin de vous et It's Morphing Time!